Je me souviens que dans ce même salon-là, en 88 ou 89, j'avais 8 ans, on était en pleine guerre et l'oncle de ma mère, donc c'était sa maison, m'a accueilli et m'a dit « joue-moi quelque chose à la trompette ». Et là, juste là, j'étais en train de jouer quelque chose pour lui, etc. Donc j'ai des souvenirs, j'ai une histoire ici et j'ai envie que mes enfants, eux aussi, en fait, aient des souvenirs ici pour être attachés à cette maison, pour être attachés à ce village, pour être attachés à ce pays. Bonjour Brahim. Bonjour. Aujourd'hui, on est chez vous, dans la résidence familiale. La maison appartenait à votre arrière-grand-père. On est dans le village de Ain El Abou, c'est un petit village dans la montagne libanaise. Qu'est-ce que ce lieu évoque pour vous? Tellement de choses. D'abord mon retour au Liban, puisque moi j'ai pas eu la chance d'avoir une maison de mes parents, j'ai pas eu d'héritage au Liban, donc c'est le jour où j'ai pu me permettre d'acheter cette maison et de récupérer cet héritage. Ça a été le sentiment d'un retour, un vrai retour, un choix de retourner et de revivre d'une certaine façon ici. Sachant que vous êtes né un peu par hasard au Liban et vous avez grandi toute votre vie en France. En France, absolument. Mais j'ai vécu beaucoup de temps au Liban. L'équivalent, je dis toujours que j'ai vécu à peu près un quart de ma vie au Liban. Parce qu'en fait, chaque année, sans exception, depuis toujours, je passe entre 2, 3 et 4 mois au Liban. Pourquoi? L'été, les vacances, la famille. Aujourd'hui, vous êtes un artiste de renommée internationale, vous pourriez aller n'importe où dans le monde. Pourquoi c'est important pour vous de passer au moins un mois ici, dans un petit village libanais? D'abord, ce n'est pas un petit village, c'est mon petit village. Et puis, vous savez, moi, depuis 20 ans, j'ai la chance que mon métier me permette de voyager beaucoup. Et chaque année ou tous les 2-3 ans à peu près, je voyage dans pratiquement 35 à 40 pays. Donc, le seul endroit où j'arrive à me sentir vraiment chez moi, mais ancré vraiment dans le sens étymologique, dans un endroit qui est à moi et qui est intouchable, qui est inébranlable d'un point de vue choix, c'est ici. Même en France, même dans ma maison en France, où il y a quelque chose qui peut bouger. En France, on achète une maison, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on la vend, on achète autre chose, etc. Ici, c'est autre chose. Ici, c'est l'histoire de ma famille. Cette maison, elle a un siècle. Le jour où je l'ai récupérée, c'est parce que quelqu'un de ma famille m'a dit « tu vas t'en occuper, promets-moi que tu vas t'en occuper ». Ce n'est pas parce que juste quelqu'un la vendait simplement comme ça de manière hasardeuse. Et au-delà de ça aussi, c'est l'enfance de ma mère ici. Je me souviens que dans ce même salon-là, en 88 ou 89, j'avais 8 ans, on était en pleine guerre et l'oncle de ma mère, donc c'était sa maison, m'a accueilli et m'a dit « joue-moi quelque chose à la trompette ». Et là, juste là, j'étais en train de jouer quelque chose pour lui, etc. Donc j'ai des souvenirs, j'ai une histoire ici et j'ai envie que mes enfants, eux aussi, en fait, aient des souvenirs ici pour être attachés à cette maison, pour être attachés à ce village, pour être attachés à ce pays. Vous êtes différent quand vous êtes ici? C'est le même Brahim qui va faire la tournée mondiale, les plus grandes salles au monde et qui se retrouve à Ain El Abou? C'est une bonne question. Il y a une forme de... Vous allez rire, mais je pense qu'il y a une forme de schizophrénie qui est autant palpable dans la vie de tous les jours, entre comment je suis quand je suis en France ou en tournée dans mon travail et tel que je suis quand je suis ici. Je ne suis pas exactement la même personne. Et elle est similaire à la schizophrénie de la langue. Donc vous voyez, là, on parle français parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en français. Mais je serais capable de parler en arabe, en libanais, mais mal. Mais quand je suis avec ma famille, ça ne s'entend pas que c'est mal. Parce que j'utilise que les mots de tous les jours. Ta'alahon, sha'amnek, kolyom, etc. Donc je pourrais parler en arabe, mais à un moment donné, vous allez découvrir que mon arabe est tellement limité que vous allez vous dire il a un problème, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais c'est une langue qui vous est quand même très familière, quelque part qui vous appartient. Ah oui, j'ai grandi dans la langue arabe et le libanais. Avec mon épouse, on parle en arabe aussi. Avec mes enfants, j'essaie de parler en arabe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette schizophrénie du est-ce que je suis la même personne quand je suis ici ou quand je suis en France? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Est-ce que c'est la même vie? Oui et non.
Et c'est comme avec la langue. C'est pour ça que je fais l'analogie. Quand je parle en arabe ou quand je parle en français, et mon épouse, quand elle m'entend parler en français, elle a peur, elle me dit mais c'est fou, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'autre. Parce que ma manière de parler français, c'est pas la manière francophone du Libanais. Et je sais l'imiter d'ailleurs si vous voulez. Le Libanais, il va parler un peu comme ça, il ne va pas avoir l'accent français. Et moi je ne peux pas parler comme ça parce que je suis français, je suis à 100% français. Donc il y a une sorte de schizophrénie qui se crée. Et elle est similaire un peu à cette différence dans laquelle je peux être culturellement, émotionnellement, quand je suis ici ou quand je suis là-bas. Je ne sais pas si vous êtes toujours comme ça, mais on a parlé un petit peu avant l'interview. Et ici, je vous sens particulièrement apaisé. On sent que vous êtes bien, quoi. Je suis en vacances là, c'est pour ça. Je suis en vacances. Je suis avec ma famille, j'ai mes enfants, mes 3 enfants sont là, ma femme est là. C'est quelque chose que beaucoup de Français ont du mal à comprendre d'ailleurs. Parce que moi, beaucoup de mes amis m'appellent, m'envoient des messages en disant « Ça va Ibrahim, on a entendu que ça ne va pas en ce moment. Est-ce que toi ça va psychologiquement? Est-ce que tu as besoin qu'on parle, etc. » Et je leur dis « Mais t'inquiète pas, moi aussi je suis chez moi, je vais très bien. » Et quand bien même il y a des problèmes et je souffre et je suis triste quand je vois les problèmes qu'il y a, quand il y a des personnes qui sont blessées ou qui meurent, etc. Ou quand je vois la misère dans la rue, à certains endroits, dans certains quartiers, je souffre pour mon pays. Mais moi, si vous me demandez de manière très égoïste, très égocentrée, nombriliste, si je vais bien, moi, ici, c'est là où je vais le mieux au monde. Voilà. Transition parfaite, justement, on a vécu un été, même une année, mais un été particulièrement très spécial au Liban, avec la guerre au Liban Sud, avec la peur que cette guerre elle devienne totale et elle touche l'entièreté du pays, avec des vols qui ont été annulés massivement, avec des messages des différentes ambassades appelant leurs ressortissants à quitter de toute urgence le pays. Comment vous avez vécu toute cette situation ? Bon, comme tout le monde, je me suis renseigné, j'ai essayé de savoir... ça vous angoisse pas, ça crée pas... Ça, pas pour moi, ça n'a pas pour mis mes en enfants. cause le fait de venir au Liban, tout simplement? Pas pour moi, pour mes enfants. Ouais. J'ai peur pour mes enfants. Moi, j'ai vécu sous les bombes ici quand j'étais petit. Parfois, on était bloqués ici. Je suis immunisé contre ça. Donc, moi, j'ai pas de problème, même quand en 2006, il y a eu la guerre de 2006, l'été 2006, tous les gens partaient. Moi, je cherchais un avion pour venir. Il n'y en avait pas, mais je voulais venir pour être à côté de ma famille, pour être là, pour leur dire venez à la maison, on va trouver une solution, etc. Moi, je suis immunisé. Je fais partie de cette génération qui n'a plus peur en fait de ça. Et qui même, ça peut paraître étonnant parce que c'est pas du tout ni suicidaire ni rien, mais qui a presque même pas peur de mourir. Enfin, moi, je pense à mes enfants, je pense pas à moi. Alors pour mes enfants, si j'étais un peu très angoissé même. Je me disais bon, est-ce que c'est prudent? Et puis finalement, comme je m'intéresse un peu aussi à la géopolitique, que je lis depuis longtemps, drôle d'idée. Je trouve pour un Libanais, drôle d'idée pour un Libanais. Je sentais, mais ça c'est mon intuition, j'aurais pu vraiment me tromper, mais je sentais que personne n'avait véritablement intérêt à ce que ça explose au Liban. Le problème de Gaza, c'est un autre problème. Mais au Liban, je ne dis pas que ça ne va pas, peut-être qu'il ne peut pas y avoir des débordements et que ça aille trop loin. Mais ce n'était pas inévitable. Mais ce n'était pas du tout inévitable et je pense vraiment sincèrement que pratiquement tout le monde, à part peut-être un ou deux fous, mais pratiquement tout le monde ne voulait pas qu'il se passe quoi que ce soit au Liban. C'était ma théorie, c'était mon analyse. Je peux me tromper, mais c'est mon analyse et je trouve que finalement, la manière avec laquelle les choses se décantent et se développent récemment va dans le sens de cette analyse. Est-ce que cette guerre au Liban Sud, à Gaza, est-ce qu'elle a un impact sur vous, sur votre vie, sur votre quotidien, sur votre musique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagne? Le Liban, bon, c'est notre pays, c'est mon pays aussi. Donc, moi, je dis toujours c'est mon pays, mais quand je parle de la France, je dis c'est mon pays aussi. Hein. On peut avoir plusieurs pays. Je le dis pour les potentiels Français qui se disent mais attends, alors dans ce cas-là, il est français ou il est pas français? Je le dis parce que c'est un vrai débat aussi en France aujourd'hui, la double nationalité, tout ça. Donc, on ne rentre pas dans ce débat-là, je sors de ça. Mais le rapport que j'entretiens avec mon pays, évidemment, je suis triste quand je vois que depuis octobre, il y a presque, je crois, 600 personnes qui sont décédées à cause des bombardements. Je lis qu'il y a plus de 130 000 déplacés dans le Sud.
Donc, bien sûr que je suis touché. Après, globalement, moi, j'ai toujours été très touché lorsque je vois de l'injustice. Que ce soit en ex-Yougoslavie quand j'avais 12-13 ans, que ce soit les Tutsis, les Hutus au Rwanda quelques années plus tard, que ce soit ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques années. Je veux dire, quand je vois qu'il y a des conflits où véritablement il y a une mauvaise foi sur le fait d'épargner ou de ne pas épargner les civils et les innocents et les enfants, etc., je suis touché, et je suis touché parce que ça me rappelle des choses de quand j'étais petit. Et donc forcément, ça joue sur mes émotions, donc ça joue sur mes choix artistiques, ça joue sur ma manière d'éduquer mes enfants, ça joue sur tout ça, bien sûr. Dans le cadre des 100 ans de l'Orient, on a interviewé plusieurs figures libanaises et souvent franco-libanaises, Léa Salamé, Wajdi Mawad, Rima Abdelmalak, pardon, et tous ont un rapport très complexe avec l'exil, c'est-à-dire que ça a été un moyen d'épanouissement pour eux, ça leur a permis de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire en restant au Liban, et en même temps c'est une douleur, c'est une souffrance avec laquelle ils se sont plus ou moins habitués à vivre, mais qui reste là. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que vous le ressentez comme ça vous aussi? Oui, et je pense que même au-delà des franco-libanais, l'exil dans sa version la plus générale, personne ne quitte son pays heureux. Personne ne sort de sa maison heureux. Même quand vous avez une toute petite maison qui est cassée, qui est dans un sale état, et que vous emménagez dans une superbe maison magnifique, vous avez le cœur qui est déchiré parce que vous quittez un endroit où vous avez des souvenirs, vous avez une histoire, vous avez... Mais en ayant grandi toute votre vie en France, vous avez quand même le sentiment d'être un exilé? Oui, mais c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, j'ai grandi toute ma vie en France, mais j'ai vécu un quart de ma vie au Liban. Et ça, c'est très important parce que ça change complètement la manière de voir les choses. Alors c'est surprenant parce que ce quart de vie, je l'ai vécu par intermittence et je crois que, vous savez, dans les livres de mon oncle Amine, il y a parfois des phrases comme ça qui marquent. Et au début de Origine, il y a cette phrase où il explique qu'il n'aime pas trop le terme de racine. Ouais. Pour moi, une origine ou une identité, si on parle des identités meurtrières... Parce que ça emprisonne, selon lui. Voilà, ce n'est pas tellement l'endroit où on a grandi dans son enfance, c'est l'endroit où on se sent bien et là où on se sent chez nous, qui pour moi est important. Et c'est vrai que... Vous avez dit tout à l'heure que je suis né un peu par hasard finalement au Liban. C'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai laissé parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas tout à fait vrai. À cette époque-là, le conflit était compliqué, il y avait des mois où il y avait des bombardements, il y avait parfois des mois entiers où il ne se passait rien, il y avait des semaines où il y avait un problème, ou un jour où il y avait un problème, ensuite plus rien, ensuite ça reprenait pendant des mois. Et donc mes parents faisaient les allers-retours encore à cette époque-là. Et mon grand-père, Reshdi, donc le père de ma mère et de Amine, est décédé à peine 3 mois avant que je naisse. Et donc ma mère était enceinte de moi. Et elle est restée. Et elle est restée. Donc je suis né ici suite au décès de mon grand-père aussi. Et donc ce n'était pas par hasard. Et donc je pense que le choix de mes parents finalement de rester ici, que ma mère accouche au Liban en pleine guerre alors qu'elle aurait pu rentrer et accoucher, c'était un choix. C'était un vrai choix. Et je pense que ce choix, j'en ai hérité quelque part d'une certaine façon et je le cultive de manière à ce que les choses qui n'ont pas de sens à certaines époques finissent par avoir du sens avec le temps. Vous avez une bague à votre pouce gauche que vous portez tout le temps depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Ça fait 30 ans que j'ai ça, j'ai ça ici. C'est un souvenir, encore, vous voyez, un souvenir d'enfance avec mes cousins et mes cousines. J'ai une cousine qui s'appelle Émilie, qui est ma cousine germaine.
qui m'avait offert ça juste à la fin d'un été qu'on avait passé, qui était absolument génial. Et je l'ai gardé, et je lui ai, pareil, vous savez, ce que je viens de dire là, c'est-à-dire de comment donner du sens à des choses qui n'en ont pas au départ. C'est juste une bague métallique, souvenir, on donne, on prend la bague, on la met, on rigole un peu et on s'en va. Je lui ai donné du sens en faisant du rythme avec ma trompette. Donc quand je joue maintenant en concert, et depuis maintenant très longtemps, je suis plus tout seul. Je ne suis pas juste la trompette en train de jouer. J'ai un rythme aussi, et ce rythme-là, c'est une partie de mon enfance qui m'accompagne. Vous faites la promotion depuis des années de l'improvisation. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Vous avez enseigné, je crois, au conservatoire également l'improvisation. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, on rappelle, vous êtes interprète, auteur, compositeur, et j'en oublie probablement. Est-ce que tout ça, ça a été improvisé ou est-ce que ça s'est construit petit à petit? Est-ce que vous saviez où vous voulez aller, vous avez posé les cailloux, ou est-ce que quelque part vous avez laissé la vie faire son chemin? Non, beaucoup de choses ont été complètement improvisées en fonction des rencontres, en fonction des envies. Plus jeune, moi je voulais être architecte. Donc vous vouliez reconstruire Beyrouth? Oui, je voulais reconstruire le Liban et Beyrouth. Mais très vite, j'ai décidé de faire autre chose. Mais je savais que la musique avait une place très importante dans ma vie. Mais plus jeune, je ne me doutais pas qu'elle prendrait autant de place. Je savais que la musique, c'était un langage qui me plaisait, dans lequel je me sentais confortable, avec lequel je pouvais vraiment échanger avec les gens, partager des choses. Mais j'aurais jamais imaginé que ça deviendrait aussi imposant, aussi prégnant dans mon parcours et dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu un déclic Ça, c'est de l'improvisation pour le coup. Il y a des déclics, oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. D'abord, il y a les déclics qui sont un peu marrants. Je me souviens quand je passais 2-3 mois avant de passer mon bac, moi j'avais dit à tout le monde je veux faire des mathématiques parce que je veux être un architecte mais très scientifique, je veux maîtriser mes plans à la virgule près, etc. Donc je vais être bon en maths et ensuite je ferai de l'architecture. Et 2 ou 3 mois avant de passer mon bac, j'apprends qu'un ami à moi, que je considérais comme étant pas très bon musicalement, veut faire de la musique comme métier. Et là, pouf, il y a un truc, j'ai une lumière dans ma tête. Je me dis, mais si lui il fait de la musique, moi je fais quoi? Et ça a été un petit déclic un peu comme ça, pas très agréable, mais ça m'avait un peu choqué. Et puis après, entre les lignes, mais ça veut dire que j'avais pas tellement confiance en moi. Et quand j'ai vu que d'autres personnes se voyaient comme musiciens, je me dis, mais moi j'ai le droit alors. Il y avait quelque chose un peu comme ça. Et puis après, il y a eu des déclics qui sont des rencontres. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont aidé à développer ce que je voulais faire, qui m'ont permis parfois d'avancer dans des moments où j'avais des murs face à moi, etc. Donc on a le sentiment que vous avez trouvé votre identité musicale quand même très tôt, et d'habitude c'est quand même quelque chose de très compliqué pour un artiste. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas si c'est si compliqué que ça. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a ce que l'artiste veut et il y a ce que l'industrie lui demande de faire. Et l'avantage dans mon cas, si vous voulez, c'est que j'ai fait entièrement abstraction de tout ce que l'industrie aurait voulu que je fasse. Et ça c'est une chance inouïe, c'est que je suis allé frapper aux portes de toutes les maisons de disques et toutes m'ont dit non. Donc tous ces non catégoriques où on m'a toujours répondu la même chose, la phrase c'était toujours la même, bravo pour ce que tu fais, c'est génial, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour nous, on n'arrivera jamais à vendre ça, etc. On ne sait pas vendre ce que tu fais, etc. Donc tous ces non catégoriques que j'ai eus ont été la chance qui m'a été offerte par la vie, de finalement me dire, bon, moi je vais être indépendant en fait, je vais tout faire tout seul. Et en faisant tout seul, je n'ai pas été soumis à l'industrie. Et le problème de l'industrie, c'est qu'elle te demande un truc spécifique, puisqu'il faut faire des tubes, il faut gagner de l'argent, il faut aller dans les radios, etc. Moi, je ne suis jamais rentré dans cette énergie-là, et donc du coup, je n'ai jamais eu de problème à trouver qui j'étais musicalement. Depuis le début, j'ai toujours fait qui je suis, j'ai toujours interprété qui je suis, j'ai toujours composé qui je suis, j'ai toujours produit mes albums avec les moyens que j'avais, jamais plus, jamais moins. Et le résultat, voilà, c'est finalement quelque chose qui évolue avec le temps aussi. C'est un signe
je pense, de quelque chose de sain. C'est que aucun album n'est comme le précédent. Les musiques que je faisais il y a 20 ans n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'évolue avec la vie et je change. Vous avez dit dans une précédente interview qu'on aime ou pas ma musique, quelque part je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on la comprenne. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? D'abord, je trouve qu'en général, on oublie que le plus important, quand deux personnes dialoguent, comme c'est notre cas maintenant, ou quand il y a des disputes entre familles, ou dans un couple, ou dans la vie, ou quand deux voitures se tapent dessus, et qu'on oublie que le plus important, c'est de se comprendre, pas forcément d'être d'accord. On peut, par exemple, aujourd'hui, vous et moi, parler d'un sujet. Là, on a décidé de parler de choses sur lesquelles on est plutôt d'accord, puis de toute façon, vous me posez des questions. Mais on aurait pu, par exemple, être en désaccord sur certains sujets. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que si jamais on est en désaccord, quand on part d'ici, vous ayez véritablement compris quel était mon point de vue et que j'ai compris le vôtre. Et non pas que j'ai eu raison ou que vous ayez eu raison. Et je pense que dans la musique, c'est un peu la même chose. Si des gens viennent me voir en concert, je veux qu'ils comprennent pourquoi je joue cette musique, qu'est-ce qu'elle raconte. Après, s'ils avaient envie de danser alors que moi j'ai joué une musique plutôt triste, ou si j'ai joué une musique un peu nostalgique ou une musique très festive mais qu'eux ils étaient dans un autre état d'esprit, ou s'ils n'ont pas aimé la mélodie, etc. C'est pas dramatique, c'est pas très grave. Mais par contre, ils sont sortis de là, ils ont compris quelle était ma volonté, quel était mon message. Ça pour moi, c'est le truc le plus important. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est difficile d'expliquer parce que moi je fais de la musique instrumentale, donc il n'y a pas de parole. Et donc justement, tout est dans l'émotion et tout est dans le cœur en fait. Mais si je devais résumer avec des mots, je dirais que je souhaite, je rêve que ma musique contribue à réapprendre, parce que je trouve que les gens ont oublié, à réapprendre à avoir de l'empathie. Je trouve qu'on vit une époque terrible où on peut passer, même moi, hein, je ne critique pas les gens, je parle de moi, on peut passer dans la rue à côté de gens qui meurent de faim, on ne les regarde même plus. Et vous pensez que c'est propre à l'époque? Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé? Je trouve que ça a toujours existé, bien sûr ça a toujours existé, mais je trouve qu'on en est arrivé à un niveau d'indifférence, d'inhumanité qui permet aujourd'hui des drames absolument terribles, comme on est en train de le voir au Moyen-Orient, ici. On en arrive à... vous savez, moi, c'est pas pour parler de politique, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique de l'un ou de l'autre, il n'y a aucun moment où on peut se dire « tiens, oui, c'était nécessaire ». C'est pas possible. C'est quelqu'un qui dit ça, pour moi, c'est une complicité de crime. Et pourtant, je pense que 80% de mon entourage en France me dit, avec une certitude et avec une confiance, c'était nécessaire. Comment c'est possible? Et vous leur répondez quoi? Je réponds plus. Je réponds plus. Je me tais. Il n'y a rien à dire face à ça, en fait. Vous sentez c'était simplement, c'est pour dire que le rôle de ma musique, c'est comme ça que je le vois, c'est de contribuer, je ne dis pas que ça va marcher, mais c'est de contribuer à remettre une flamme d'émotion dans le cœur des gens, parce qu'ils n'ont plus cette flamme d'émotion. Il y en a beaucoup qui l'ont, mais je trouve qu'il y a une immense majorité des gens qui ne l'ont plus. Vous voulez créer du lien entre les mondes, finalement. On peut résumer ça comme ça, si vous voulez. En tout cas, j'ai envie d'aider les gens à continuer à ne pas avoir peur, en fait, de ressentir des choses. J'aimerais revenir un tout petit peu sur l'improvisation. Est-ce qu'on improvise à 40 ans comme on le fait à 20 ans? Non. Est-ce que vous vous sentez aussi libre aujourd'hui? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Ah oui. Pourquoi? Beaucoup plus. Mais l'expérience. L'expérience l'improvisation, c'est l'apprentissage, c'est apprendre à faire face à l'imprévu. C'est ça l'improvisation. Il se passe quelque chose, c'était pas prévu, là on est en train de parler, pouf, il y a un micro qui tombe, ou il y a je sais pas quoi, ou un bruit derrière, etc. Bon, comment on improvise avec ça? Donc quand on est jeune, on a peur, même si on a appris à improviser, on est un peu fragile, on est très vite déstabilisé, etc. Bon, avec l'expérience, plein de choses se sont passées
Et quand il y a une porte qui grince, on dit mais c'est pas grave, continue de filmer, on continue l'interview, on n'est pas obligé de couper et de revenir en arrière. Ça, c'est le principe de l'interview, c'est le même que dans l'improvisation. C'est-à-dire en fait, on sait par où on va commencer, on imagine par quoi ça va se terminer, mais au milieu, il peut se passer plein de choses. Dans l'improvisation, c'est un peu la même chose. Et c'est comme si je vous disais, est-ce qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, si vous faisiez des interviews, est-ce que c'était plus facile qu'aujourd'hui? Vous allez me dire aujourd'hui c'est plus facile, évidemment. Vous êtes moins impressionné, moins intimidé, vous avez plus d'idées qui viennent à la seconde, etc. C'est exactement pareil. Et est-ce que vous pouvez nous donner des astuces sur comment on apprend à improviser? Alors, le premier conseil que je donne, moi, c'est de se cultiver. C'est ce que je dis souvent, je dis pour expirer, il faut avoir inspiré. Et inspirer, l'inspiration. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je donne à mes élèves ou aux gens à qui j'essaie d'enseigner l'improvisation, c'est d'être tout le temps dans la sincérité. En fait, la sincérité ne se trompe jamais. C'est comme dans une interview. Si j'essaye d'être quelqu'un d'autre pour briller, pour donner l'impression que je suis quelqu'un de très intelligent, ou que il y a toujours un moment où je vais me tromper. On va être trahi par quelque chose. Dans la sincérité, il peut se passer n'importe quoi. Si je me trompe, de toute façon, c'est vrai. Je peux me tromper de mots. Je peux être en train de parler de musique et dire le mot fenêtre, mais c'est parce que vraiment je pensais à la fenêtre à ce moment-là. Et donc c'est sincère, c'est vrai, et j'explique pourquoi. D'un seul coup, j'ai eu le mot fenêtre. Mais on ne se trompe jamais. On est sûr d'être dans la sincérité et donc dans la vérité de ce qu'on a envie de dire. Donc se cultiver, être sincère. Être sincère, ça c'est sûr. Et puis ensuite, au-delà de la culture, la technique est importante. Donc un enfant de 2 ans, moi je vois avec mon fils qui a 3 ans, il improvise déjà. Mais ce n'est pas très intéressant. Pour un enfant de 3 ans, c'est intéressant. Mais ce n'est pas très intéressant. Donc s'il a envie de continuer à improviser et que ce soit intéressant, il va falloir qu'à côté de son inspiration et de la sincérité, il apprenne à avoir de la technique. Donc c'est beaucoup de travail l'improvisation. C'est beaucoup de travail, exactement. Donc pour moi, c'est un peu les 3 piliers, les 3 clés pour à un moment donné réussir, pas seulement à improviser, mais à s'exprimer de toute façon. C'est comme avec la parole. Hein. Si on ne lit pas, on n'a pas de mots. Si on n'apprend pas à écrire et à libérer sa parole, on ne sait pas le faire. Et si on n'est pas sincère, ça ne marche pas. Vous me racontiez tout à l'heure, vous en êtes presque à votre 20e album. Vous n'arrêtez pas, vous avez passé des années où vous faisiez 200 concerts par an. Comment vous trouvez encore l'inspiration aujourd'hui? Est-ce que vous avez des méthodes particulières pour prendre le temps de composer des choses nouvelles, des choses qui vous parlent encore? J'ai jamais trop eu... j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, par exemple. Ah oui? J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Je pense que ça vient certainement de mon enfance où je créais énormément, je composais, je passais mon temps à composer. J'ai jamais trop arrêté. Je pense vraiment que le muscle de la création, plus on le fait travailler et plus il se développe. Mais comment ça se passe par exemple? Vous avez une idée de mélodie dans la tête, vous essayez, vous jouez quelque chose autour? Vous jouez au clavier autour? Ça peut être tout, il n'y a pas de règle. Ça peut être à la trompette, au piano, je chante, je l'enregistre sur mon dictaphone ou mon téléphone, ou je suis en studio, je l'enregistre, etc. La plupart du temps, les mélodies, si elles sont bien, je les chante beaucoup, 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 et puis je les oublie, et un jour elles reviennent. Et quand elles reviennent, c'est plutôt bon signe. Quand elles ne reviennent pas, c'est qu'a priori, elles ne méritaient pas d'être travaillées. Mais ouais, j'ai toujours, je sais que c'est peut-être un peu étonnant, parce que je rencontre beaucoup d'artistes qui peut-être parfois mettent beaucoup plus longtemps pour construire, ils font une tournée, ensuite ils prennent 1 an, ils font un album, etc. Moi, je fais plein de choses en même temps et j'aime ça. Et je trouve que quand je travaille sur un album et une musique de film et un spectacle musical en même temps, et d'un seul coup on me propose de faire une musique pour telle publicité, et puis que je sais pas, j'ai l'impression que chaque projet inspire l'autre et que du coup ça va beaucoup plus vite que si je devais travailler sur un seul. Et donc, je ne m'arrête pas de... Mais vous sentez que vous arrivez tout de même à vous réinventer? J'espère. On parlait de sincérité tout à l'heure. Moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment la même personne. Après une interview comme celle-ci, après une discussion, il y a un truc à changer. On regarde une vidéo.
il y a un truc qui change, etc. Et on est en constante évolution. Donc je pense que si je suis véritablement sincère avec moi-même, je ne peux pas refaire 2 fois la même chose. Et là encore, le truc de l'industrie, c'est un vrai piège parce que j'ai travaillé avec énormément d'artistes, de chanteurs, de chanteuses. Et la phrase qui me choque le plus en travaillant avec certains chanteurs, c'est quand ils me disent « mais mon public ne comprendra pas ». Et je leur dis « mais justement, fais-le ». Parce que c'est comme ça que tu vas te renouveler et que le public, tu vas le surprendre, etc. Et moi, c'est une phrase qui ne me viendrait jamais à l'esprit. Mon public, je veux en fait le déshabituer à certaines choses. Je veux que des gens qui soient venus, qui peut-être sont venus me voir en concert quand j'étais en train de faire quelque chose de très oriental, avec quelque chose de très sentimental, etc., viennent m'écouter faire du hip-hop. Et ceux qui sont venus me découvrir découvrir ma musique à travers le hip-hop, viennent m'écouter faire un hommage à Led Zeppelin. Et que ces gens-là viennent m'écouter ensuite jouer une musique plus douce, un peu à la Miles Davis, Quintet, etc. J'aime cette diversité-là, je la cultive, j'ai envie que mon public soit capable de l'accepter. La plus grosse surprise probablement pour votre public, c'est quand il a appris que vous alliez arrêter la trompette. On rappelle que progressivement arrêter la trompette, on rappelle que vous êtes mondialement connu pour ça. Votre père, Nassim Marlouf, a inventé une trompette à 4 qui permet de jouer les quarts de pistons. ton. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on abandonne toute une partie de son identité? Alors d'abord, je ne l'abandonne pas. J'ai en effet, il y a quelques années, exprimé le fait que je voulais un jour m'arrêter parce que je n'ai pas du tout envie d'être ce trompettiste qui a, si j'ai la chance de vivre jusqu'à 75 ans, 80 ans, 85 ans, qui n'arrive plus à souffler et qui fait pitié et que les gens viennent voir en disant « bon, bah, c'est plus pareil ». Je n'ai pas envie d'être ce gars-là, j'ai envie de faire autre chose. Moi, je suis… Mon manager aux États-Unis pendant longtemps, là, c'était Quincy Jones. Et Quincy, à un moment donné, il a arrêté la trompette, il a fait de la production, il a fait d'autres choses. Et j'aime cette idée qu'on n'est pas obligé de faire la même chose toute sa vie. On a le droit d'avoir plusieurs vies, plusieurs métiers. Donc, je pense que la trompette, un jour, en effet, je vais arrêter. Je ne sais pas quand exactement, mais je pense dans une dizaine d'années. Mais j'en ai parlé, et donc les gens sont surpris que je le dise, parce que j'anticipe, je le sais, donc je n'ai pas envie de le cacher. Je n'ai pas envie d'en faire ensuite un événement. Je le dis maintenant, comme ça c'est fait, tout va bien. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de deuil, parce que j'ai annoncé en même temps que j'allais faire, et j'ai commencé à le faire, un travail de passage de relais. C'est-à-dire que cette invention que mon père a inventée dans les années 60, malheureusement pour lui, j'ai été un des rares, un des seuls à vraiment m'y intéresser. Et or lui, son rêve, c'était que tous les trompettistes du monde jouent de cette trompette, parce qu'en fait, elle n'a rien de moins qu'une trompette normale, elle n'a que des trucs en plus. Et donc j'ai décidé maintenant, là depuis quelques mois, quelques années, de passer le relais. Et donc d'apprendre à plein d'autres trompettistes dans le monde entier à en jouer. Comme ça, quand moi je vais m'arrêter, il y en aura peut-être des milliers qui joueront cette trompette. Et voilà, moi j'aurais permis au rêve de mon père d'exister, j'aurais passé le relais, donc je ne suis plus tout seul, c'est bon, quelqu'un d'autre le fait, et peut-être même mieux que moi. J'ai des élèves qui jouent sur scène avec moi, qui jouent presque mieux que moi maintenant. Donc vous n'êtes pas en train de tuer symboliquement le père? Au contraire, je fais exactement le contraire. Je lui donne la place qu'il n'a pas eue pendant sa vie. En 2016, c'était au Casino du Liban, c'était à l'occasion, en introduction du festival de Baalbek. Votre père est monté sur scène avec vous. Je crois que ça fait 17 ans qu'il n'était pas venu vous voir. Est-ce qu'il est revenu vous voir depuis? Est-ce que votre relation est plus apaisée aujourd'hui? Ou Joker? Non, pas de Joker. Moi, je réponds aux questions, il n'y a pas de tabou. Mais mon père n'est jamais venu me voir en concert. Jamais. Et la seule fois où il est venu, c'était au Casino du Liban, pour ce concert de Baalbek, donc du festival de Baalbek. Donc, ça m'a beaucoup touché, évidemment. Je crois que lui aussi. Je l'ai invité sur scène pour qu'on partage un moment, lui et moi. C'était un moment fort, un moment symbolique. Je crois qu'il était nécessaire pour moi, il était nécessaire pour lui. C'était un beau moment pour ceux qui étaient présents, parce que je pense que les gens étaient au courant. Et depuis, non, on a vécu ce moment comme on vivrait presque une sorte de deuil ou de quelque chose. Et voilà. Et vous en parlez tous les deux? Enfin, vous lui demandez aujourd'hui, mais pourquoi tu viens pas, essaye J'ai jamais demandé à mon père pourquoi il vient pas me voir en concert. Ah oui? J'ai jamais demandé, j'ai jamais posé la question. Pourquoi? Je suis trop pudique
Quand il y a des choses aussi énormes, c'est qu'il y a des raisons, et j'ai peut-être pas envie d'entendre la raison. Mais, pardon, est-ce que ça pourrait pas se débloquer justement Vous savez, les génies comme mon père sont pleins de mystères. Mon père, pour moi, hein, c'est comme ça, pour moi, mon père est un génie, avec les bons et les mauvais côtés du génie. C'est quelqu'un qui a vécu une vie inimaginable, hors norme. Je pense un jour que quelqu'un devra faire un film sur la vie de mon père, vraiment. Parce que. Pas vous? Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Parce que ce sont des destins qui bouleversent. C'est des destins qui sont pleins de cicatrices, qui sont pleins d'illogisme, de choses qui ne sont pas logiques. Or, on aime bien, nous, dans les vies, essayer de comprendre, de rendre tout compréhensible. Vous posez des questions, vous dites, mais vous ne pensez pas que c'est possible que ça se gère et ça. Il y a des choses qui n'ont pas il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Il faut l'accepter. Il y a des situations qui n'ont pas de porte de sortie. C'est comme ça. Et la vie de mon père est un exemple de ce genre de destin. Je laisse le mystère de la vie de mon père là où il est. Je préfère. C'est comme quelqu'un qui découvre une boîte qui n'a jamais été ouverte depuis, par exemple, 3 siècles ou 4 siècles et qui dit je préfère pas voir ce qu'il y a dedans. Je vais laisser le mystère. Et je trouve qu'il y a plus de poésie dans ça que d'essayer de l'ouvrir et de risquer d'être déçu. Et donc, avec mon père, c'est la même chose. Je préfère ne pas ouvrir la boîte, je préfère la laisser telle qu'elle, et je ne veux pas être déçu. On va passer rapidement sur un sujet moins joyeux. En 2013, vous êtes accusé d'agression sexuelle. Ah oui, c'est moins joyeux, clairement. Sur mineur. En 2020, vous êtes relaxé en appel. La cour d'appel décide. C'est en 2017 que j'ai été accusé. Ouais. D'accord, autant pour moi. En 2020, vous êtes relaxé. Qu'est-ce que ça a changé, cette affaire, dans votre vie ? Bonne question. Beaucoup de choses, et en même temps rien. C'est compliqué. C'est comme faire un accident de voiture où vous n'êtes pas fautif. Vous subissez les blessures, vous subissez les accusations, vous subissez les cicatrices, vous subissez les médias. Mais en même temps, vous dites à tout le monde, mais moi j'étais à l'arrêt, j'ai rien fait, la voiture m'est rentrée dedans. Il y a des caméras qui filment, qui ont filmé, j'y suis pour rien. Après, dans ce drame-là, parce que je considère que c'est un drame familial pour mes enfants, pour moi et tout, dans ce drame-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que le système judiciaire et en général, dans son ensemble, est très imparfait et très injuste parfois aussi. Vous avez des personnes qui ont effectivement commis des actes odieux, horribles, et qui sont innocentées. Vous avez des personnes qui sont accusées à tort et qui font de la prison à vie alors qu'ils sont innocents. Donc, c'est quelque chose qui fait très peur. Je dis à tout le monde, quand on me pose la question, je dis à tout le monde, vaut mieux jamais n'avoir à se confronter au système judiciaire. C'est comme les hôpitaux, vaut mieux jamais rentrer dans un hôpital, parce qu'une fois que tu mets les pieds dedans, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, au final, je dis que j'ai eu de la chance parce que d'abord, je n'ai pas été, contrairement à ce que beaucoup de journaux ont dit, je n'ai pas été innocenté par manque de preuves, mais bien au contraire. Donc, c'est parce qu'on a apporté les preuves que c'était faux que j'ai été innocenté. Donc ça, c'est une première chose qui était forte pour nous comme message. Donc les personnes qui m'accusaient ont été déboutées de absolument tout. Ils n'ont pas fait appel, enfin ils sont pas allés ils n'ont pas fait de pourvoi, donc ce qui est une preuve qu'il n'y avait rien dans ce dossier. Mais en plus de ça, le journal qui m'avait accusé à tort et qui avait lancé des rumeurs, qui est le journal Le Parisien, je peux le dire puisque tout le monde le sait,
avait fait un article en disant que j'étais coupable, en disant que j'avais reconnu les faits, en disant que j'avais embrassé moi intentionnellement la fille, en disant que j'avais envoyé des SMS à caractère sexuel, etc. Tout ça, c'était vraiment des mensonges de A à Z, hein. Tout était faux. Il a été condamné, le journal a été condamné très lourdement, la directrice de publication, le journaliste, très lourdement. Ils ont payé de l'argent, beaucoup d'argent, et ils ont retiré l'article, et surtout les juges ont retenu que le journal et le journaliste n'avaient pas été de bonne foi. Donc c'est une double victoire, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir été innocenté, le journal qui avait lancé toutes ces fausses rumeurs, après la question c'est pourquoi il a lancé ces fausses rumeurs, le journal qui a lancé ces fausses rumeurs a été lourdement condamné. Et il n'a pas fait appel non plus, ce qui est aussi là aussi une preuve qu'on avait raison à tout point de vue. Donc, est-ce que vous comprenez qu'à l'ère de MeToo, il y a une partie du public, un emballement, non seulement qui s'emballe, mais qui, quoi que dise finalement la justice, il vous regarde différemment. Oui. Il y aura toujours une forme de soupçon. De toute façon, le soupçon existera toujours. Je vais même vous dire, c'est même pire que ça. Je pense qu'on est à une époque où le soupçon est absolument partout. C'est-à-dire que même vous, Anthony, par exemple, vous pensez que vous êtes intouchable, que vous êtes peut-être parfait et que vous avez une attitude exemplaire, etc. Il se peut que demain, pour x, y raison, quelqu'un vous regarde en se disant « Oh, lui, peut-être, là, il y a un truc chelou, je ne le sens pas ». De toute façon, la suspicion est partout. Moi, dans mon cas, il y a un certain nombre d'éléments qui font que c'est quand même peut-être un peu plus rassurant pour certains. D'abord, il n'y a eu qu'une seule accusation, alors que 99,99% des cas, il y a toujours plein d'autres accusations à côté. Il n'y en a eu qu'une seule. Cette accusation ne tenait pas la route et on l'a prouvé. Il a même été, donc on a même apporté, et donc nous on a un dossier qui est prêt, donc toutes les personnes qui doutent aujourd'hui, moi je leur dis, vous savez, il y a même des associations comme Nous Toutes, etc., qui sont des associations qui sont très très militantes, qui continuent parfois de dire Ibrahim Malouf est un agresseur, etc. À chaque fois je leur envoie un message, ou parfois je leur envoie des mails, des messages sur Instagram, je leur dis mais venez voir le dossier, puisque nous on a un dossier tout prêt, il suffit juste que j'ouvre les pages et vous allez lire en fait que vous vous trompez. Ils ne viennent jamais. Donc en fait, moi je suis rassuré, si vous voulez, parce qu'en face de moi, il y a une mauvaise foi qui est très très évidente. Mais, par contre, pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'on est passé à une nouvelle ère qui est peut-être nécessaire. Vous savez, moi j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, j'ai 4 sœurs par alliance, j'ai 2 filles, j'ai une maman, j'ai plusieurs tantes. Mon expérience de la vie m'a prouvé qu'en effet, les femmes étaient quand même très souvent malheureusement abusées. Et il y a peut-être quelque chose de nécessaire, une sorte de secousse, de tremblement de terre nécessaire pour que les hommes finissent par apprendre à se contrôler une bonne fois pour toutes et qu'il y ait quelque chose de plus équilibré dans le rapport entre les hommes et les femmes. Bon, est-ce que je fais partie des dommages collatéraux? Peut-être. Et si c'est le cas, alors tant pis. Et j'accepte mon sort. Voilà. Et ceux qui ne me croient pas, c'est la vie. Qu'est-ce que ça fait d'être le neveu du secrétaire perpétuel de l'Académie française? J'ai grandi en lisant les livres d'Amin. C'est grâce à lui que j'ai aimé la langue française. Donc, pour moi, il n'y a pas plus légitime que Amin. Vous êtes proche? Dans cette position-là. Oui, bien sûr, on est très proche. Mais il y a quelque chose qui mérite qu'on se pose une vraie question concernant Amin. Et Amin est quelqu'un de tellement respectueux, pudique, humble et intelligent et brillant qu'il ne le dira lui-même jamais. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué et je pense qu'un jour, il faudra vraiment se poser la question. C'est pourquoi, malgré le fait qu'Amin vive en France depuis plus de 50 ans, malgré le fait qu'il soit prix Goncourt en 1993, secrétaire perpétuel à l'Académie française, donc il dirige l'Académie française, il est encore aujourd'hui vendu, ses livres sont vendus dans les bacs auteurs francophones. Et je trouve que ça, et non pas auteurs français, je trouve ça en dit long sur le chemin qu'on a encore à parcourir en tant que Libanais, mais en tant qu'exilé, en tant qu'immigré, pour dire les choses. Même quand on est Libanais,
et même quand on est libanais en France. Vous aussi, vous vivez ça? Pas de manière aussi flagrante, je trouve. Il y a parfois un peu il peut y avoir un peu des remarques, des choses, mais moi je fais abstraction de ça. Ce que vous voulez dire qu'on a beau se sentir 100% français, une partie de l'autre nous regarde toujours comme De toute façon, ouais. comme un étranger? Oui. Et surtout, je dirais là, Amin, il n'y a pas plus français que lui. Je veux dire, on ne peut pas être plus français. Je sais pas, même Napoléon Bonaparte n'était pas aussi français que Amin Maalouf. Ah, vous avez choisi un Corse, c'est peut-être. Mais oui, mais c'est pour ça que je fais ce choix-là. La France, dans le monde entier, c'est Napoléon. Vous voyez ce que je veux dire, historiquement, etc. Même lui, je veux dire. Donc, non, je pense que la France, on parle d'un journal francophone, L'Orient le Jour. Je suis très, très fier d'ailleurs. On n'a pas encore parlé beaucoup de ce concert, mais je suis très fier de venir faire le centenaire de L'Orient le Jour. C'est un journal que j'aime beaucoup, que je suis, que je lis énormément depuis très longtemps. Et on parle de la francophonie. C'est quand même, je pense, un vrai problème aujourd'hui en France de ne pas accepter de manière fluide et évidente que lorsqu'on veut être français, on puisse l'être sans autre forme de procès. Il y a des pays qui ont accepté ce concept-là. La France est beaucoup plus protectrice de sa culture, pourquoi pas. Je trouve qu'il y a un moment où il faut ouvrir les bras et accepter. Vous savez, moi, je me rappelle un jour un parent d'élève de mon père qui, au bout d'une dizaine d'années, a exprimé à mon père, alors que mon père avait donné des cours pendant 10 ans à son élève, à son enfant, et on avait fait un super trompettiste. Et il lui a dit, Nassim, quel professeur tu es, quel homme tu es, quel dommage que tu ne sois pas français. Voilà, ça m'a marqué. J'avais 14 ans quand je l'ai entendu. Donc, je pense qu'en effet, on a un long chemin encore à parcourir, et je pense que Amin doit être pris en exemple à un moment donné pour montrer à quel point ce chemin est nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter la tournée que vous faites en ce moment et que vous allez jouer au Liban à l'occasion des 100 ans de L'Orient le Jour à l'Hippodrome? Alors c'est justement dans l'optique de ce passage de relais dont je parle. J'ai construit un projet qui s'appelle Les Trompettes de Michel-Ange, Trumpets of Michel-Ange. C'est un projet international. C'est à la fois un album, une trompette, c'est-à-dire on a créé une marque de trompette. C'est à la fois une académie d'enseignement. Et ce projet-là va voyager. Il a commencé déjà il y a 1 an à voyager. L'album sort en septembre. Et c'est un voyage à la fois pédagogique, où on enseigne à la nouvelle génération de jouer cette trompette. C'est en même temps des musiques qui m'accompagnent depuis très très longtemps pour certaines. Certaines de ces musiques, je les ai composées, j'avais 8 ou 9 ans, et d'autres plus récentes. Et c'est un des projets, je pense que c'est celui que j'espérais le plus depuis longtemps. C'est à la fois très festif, on danse, on chante, on fait la fête, on s'amuse. C'est à la fois plein de symboles, avec une vraie histoire, c'est très authentique. C'est difficile d'en parler parce que c'est encore récent, et c'est comme si on vous demandait de parler d'un enfant qui vient tout juste de naître. J'ai besoin de le voir grandir pour vous en parler, mais aujourd'hui c'est la plus belle chose que j'ai faite, je pense, de ma vie, musicalement. Je pense vraiment que c'est une des choses les plus complètes que j'ai faites. Et c'est le début surtout d'une aventure. C'est le début de cette histoire. Trumpets of Michel-Ange, donc T-O-M-A, Thomas. L'aventure commence maintenant, là, depuis quelques mois. Et elle va durer, je pense, un certain nombre d'années. Et c'est mon passage de relais. C'est avec ça que j'arrêterai de jouer. C'est le jour où il y aura des trompettistes sur scène qui vont commencer à faire des solos mieux que moi et qui vont commencer à jouer sans moi et qui n'auront plus besoin de moi. Et là, je viendrai les regarder et je ferai comme ça avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.